Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième partie du cours qui concerne donc plutôt l'analyse dynamique des structures. Et c'est cette partie qui va nous garder occupés quasiment jusqu'à la fin. Donc si je reviens juste sur la table des matières, on vient de mettre de côté la partie analyse structurelle. Et tout ce qui nous reste à voir en fait est relatif à l'analyse dynamique des structures. Alors on va commencer dans notre méthode d'apprentissage. En fait, on va essayer de fonctionner par une méthode qui est une méthode exploratoire. Vous aurez l'opportunité vous-même de faire quelques exercices pour démarrer. Cette méthode en fait fonctionne assez bien. On fonctionne surtout bien quand on est en classe et qu'on a la possibilité de regarder ensemble toute une série de résultats, mais elle fonctionne pas mal aussi si vous devez apprendre chez vous, dans la mesure où vous allez vous retrouver avec votre ordinateur et puis quelques exemples, quelques exercices à faire, de manière à pouvoir explorer un petit peu le comportement dynamique des structures. Alors pour faire ça, il faudra vous mettre des outils en main, et les premiers outils qu'on va vous mettre en main, c'est ce qu'on appelle les intégrateurs numériques, donc des méthodes qui vont vous permettre de résoudre les équations du problème. Ok, donc en gros, vous allez avoir des méthodes. L'objectif donc de cette première partie du cours, c'est de comprendre les différentes méthodes d'intégration numérique qui existent pour résoudre des problèmes aux valeurs initiales. Vous connaissez notamment la méthode ODE 23 peut-être, ou bien 4.5, la méthode de Runge-Kuttin qui est programmée dans MATLAB déjà. Mais en fait, on utilise d'autres méthodes quand on fait la dynamique structurelle. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Vous serez capable, au terme de ces cours, de pouvoir implémenter vous-même des algorithmes d'intégration, comprendre et expliquer les limites de stabilité des schémas d'intégration et les classer dans des familles qu'on va appeler par exemple soit explicites ou implicites. Voilà, alors je reviens sur l'équation du mouvement, mais très rapidement. Ceci, c'est un vieil exemple que je choisissais avant qu'on ait vraiment l'opportunité de travailler sur des méthodes énergétiques dans une première partie du cours. Mais étant donné qu'on vient de travailler sur des méthodes énergétiques pour écrire l'équilibre des structures, on n'a plus vraiment besoin de refaire toute une série d'études relatives à la mécanique, je dirais plutôt rationnelle. Ok, donc en fait, ceci était là pour nous rappeler qu'il existe une énergie potentielle dans le cadre d'un pendule. Ceci, c'est bêtement l'exemple d'un pendule. L'énergie potentielle, elle est égale à 1,5 mr carré θ dot carré. Vous vous souvenez certainement de ça, de vos cours de mécanique rationnelle. C'est pas U, c'est K, une énergie cinétique. Je la notais K au début du cours. Et elle vient du fait que la vitesse V du pendule est égale à R fois la vitesse angulaire. Ok, R oméga, mais bon, moi le oméga je l'utilise pour les pulsations, donc R θ dot. Et donc ça nous donne l'énergie cinétique. On a une énergie potentielle, ou le potentiel dont dérivent les forces extérieures, qui vaut mg fois la hauteur, et donc masse gravité fois la hauteur, c'est R moins 1 cos θ. Et de nouveau, pourquoi? Parce que R cos θ est égal à cette longueur-là, et donc ce qui nous reste jusque tout en bas, c'est la différence entre les deux, donc c'est R moins R cos θ. Ok, je passe tous ces détails. Quand on écrit la conservation d'énergie, ok, on le sait bien, donc c'est écrire qu'au total H, et il n'y a pas de déformation à l'intérieur du matériau dans ce cas-ci, d'accord? Donc en fait, si on écrit que U moins V plus K ou bien T, l'énergie cinétique, ça c'est, si vous voulez, une énergie totale. Quand on écrit que l'énergie totale est conservée, on va récupérer donc U moins V plus K égale constante. Donc c'est cette équation-là. Et alors, ce qu'on veut dire maintenant, c'est si on veut une équation d'équilibre, on doit dériver H par rapport à chacune de ces coordonnées. Ok, on sait maintenant comment ça marche. La seule coordonnée qui existe ici, c'est θ. Ok, c'est simple, c'est un problème scalaire. Et donc si on dérive par rapport à θ et puis qu'on divise par θ dot, on va obtenir l'équation qui se trouve là-bas. Ok, si je fais l'exercice avec vous, donc la dérivée du premier terme, dérivée par rapport au temps, ça nous donne 1/2 m. Ah oui, il y a peut-être juste une différence ici, c'est qu'au lieu de dériver par rapport à Q, je dérive par rapport au temps. Ok, effectivement, c'est important. With respect to time. Donc si je dérive par rapport au temps,
ça me donnait r carré qui est une constante, 2 θ dot θ seconde, parce que θ est une fonction du temps, plus mgr fois 1, bah, il disparaît. La dérivée du cos, ça va nous donner moins sin, avec le sinus, avec le signe moins donc, qui se simplifie, est égal à 0. Ok, vous voyez qu'en fait, ce faisant, nous avons le θ dot qui est une grandeur que nous pouvons simplifier. Et ensuite, il va nous rester simplement une équation d'équilibre. Ok, donc maintenant, θ dot, vous voyez, θ dot, c'est dθ sur dt. Et donc, si je calcule la dérivée par rapport à t, et puis que je divise par θ dot, donc si vous voulez, c'est un peu comme si je faisais fois dt sur dθ, hein, puisque je divise par θ dot. C'est exactement faire la même chose que dériver par rapport à θ, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ok, bon. Ceci, c'est simplement pour vous expliquer que quand on a un problème de dynamique de structure, on peut repartir d'un équilibre qui est un équilibre obtenu à partir de considérations énergétiques. Et on obtient un équilibre après, enfin une équation qui gouverne l'équilibre de la structure, mais qu'on aurait pu obtenir d'une autre manière. F, les forces appliquées sur la structure, est égal à m fois A. C'est l'équation de Newton. Ou bien sur le principe de D'Alembert, on peut les interpréter toutes les deux. Ok, et donc dans tous les cas, puisque une accélération est une dérivée seconde par rapport au temps, on obtient une équation différentielle d'ordre 2. Et donc le problème est complètement posé à partir du moment où il a deux conditions initiales. En l'occurrence ici, si on connaît la position et la vitesse du pendule à l'instant initial, on est capable d'intégrer cette équation différentielle. Ou en tout cas, quand je dirais intégrer, c'est résoudre le problème. Celui-ci, il est encore un petit peu compliqué. Pour quelle raison? Parce que l'équation, elle est non linéaire. Vous voyez, là-bas, on a supposé que l'angle pouvait éventuellement être grand. Ce que nous, on va faire plus tard dans la suite, c'est linéariser toutes les équations, d'accord? Donc le sinus de θ, nous, on le remplacerait par θ. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la forme de l'équation qui nous intéresse est une forme où on a un coefficient fois une accélération, plus un coefficient fois une position angulaire, égale 0. Et donc, en fait, on aura le coefficient de l'accélération, ce serait une masse, et le coefficient de la position, ce serait une raideur, tout simplement. Ok, alors donc dans le cas le plus général, on sait bien qu'il y a plusieurs méthodes pour établir les équations d'équilibre d'une structure. Donc celle qu'on connaît, c'est le principe des travaux virtuels, delta WI, delta WE, ou bien un principe de Hamilton qui est similaire dans le cas où on a de la dynamique, et donc des effets dynamiques, cinématiques, de l'énergie cinétique, ou bien directement l'équivalent de ce que j'appelais équilibre global ou équilibre local, qui est la seconde loi de Newton, ou bien le principe de D'Alembert. Okay, les deux reviennent exactement au même. Dans tous les cas, on termine avec une équation différentielle d'ordre 2, dont l'inconnu est un déplacement, une position ou une rotation. Ok, alors bon, dans la réalité, c'est comme toujours, les structures qu'on étudie sont des systèmes continus. Okay, dans quasiment la majorité des cas qu'on étudie, vous verrez qu'il y a une ou deux exceptions, j'en parlerai quand on parlera de systèmes à plusieurs degrés de liberté, MDOF, ici. Mais dans la plupart des cas, les structures qui nous intéressent sont des colonnes en béton, sont des planchers préfabriqués, sont des voiles en béton, sont des poutrelles métalliques, etc., etc. Donc la plupart du temps, on a des structures continues. Alors, bon, ça vous le connaissez de votre cours d'analyse des structures 1. La première possibilité, c'est d'essayer de les modéliser comme des systèmes continus. Ça, c'est relativement simple. Vous voyez, par exemple, si on était en statique, on peut dire en statique une poutre sur deux appuis. Si on connaît sa raideur et sa longueur, on va la modéliser comme EI dérivée quatrième est égal à P, la charge transversale appliquée dessus, mettre toutes les conditions limites nécessaires et on a une solution. Quand on modélise en fait la structure comme un système continu, généralement, on a en tête le développement de solutions analytiques. Elles sont bien sûr utiles et nécessaires, d'abord au stade d'apprentissage qui est le nôtre ici, parce qu'on est toujours sur les bancs de l'école, mais plus tard aussi parce qu'elles peuvent servir de cas simples de vérification, de validation.
L'autre option, ce sera de discrétiser le système, donc remplacer le système continu comme un système discret, et se dire simplement que si on a une structure qui est plus complète, plus compliquée, à partir du moment où on commence déjà à avoir un portix, on peut dire que ça commence à être un peu plus difficile. Et alors, on va choisir des degrés de liberté, comme on a l'habitude de le faire, par exemple, dans la méthode des déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 degrés de liberté. Ou bien prendre encore plus de degrés de liberté. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. On vient de faire des exercices de stabilité. On pourrait en prendre encore plus et utiliser une méthode, alors qui est une méthode par élément fini. Ok, donc par exemple, la méthode des éléments finis est une méthode qui serait utilisée. Mais qu'on prenne l'un ou qu'on prenne l'autre, la théorie qui se trouve derrière, elle est sensiblement la même. C'est juste que dans un cas analytique, à un moment donné, on comprend les développements parce qu'on les voit analytiquement. À partir du moment où on rentre dans une méthode élément fini, on a difficile de les voir. Okay, donc c'est important d'avoir bien compris les fondements physiques de la dynamique des structures. C'est quoi la résonance, c'est quoi l'amortissement, c'est quoi les réponses à plusieurs modes, etc., etc. Et donc en fait, c'est toute la table des matières qui va nous occuper dans le cadre de ce cours. Quand on l'aura bien compris sur des méthodes analytiques simples, voilà, je suis simplement confiant que le jour où vous devrez appliquer ça dans un cadre élément fini, eh bien, c'est quelque chose que vous pourrez faire et vous pourrez comprendre et interpréter vos résultats. Voilà, alors donc l'équation du mouvement dans sa forme la plus générale, je disais, elle doit ressembler nécessairement à ceci. Et donc on a une matrice de masse fois un vecteur avec des accélérations, d'accord? Donc ceci c'est une matrice et ceci c'est un vecteur. Une matrice d'amortissement et un vecteur fois des vitesses, une matrice de masse et un vecteur fois des déplacements. Ok, ceci, en fait, le premier terme et le troisième terme à gauche généralisent ce qu'on a vu sur l'équation du pendule. Vous voyez, donc généralise la masse et généralise la raideur. Ok, l'effet d'effort élastique. Pour être tout à fait général, on pourrait considérer que sur la structure qui nous intéresse, il y a une sollicitation extérieure qui est appliquée, P de T. Donc, c'est-à-dire qu'en chaque degré de liberté, on a une sollicitation qui est imposée. Okay, ceci s'apparente au Kp qu'on utilisait dans la méthode au Kp et P qu'on utilisait dans la méthode des déplacements. Alors, pour être tout à fait général, à partir du moment où on a une équation d'ordre 2, donc c'est-à-dire qu'on a une dérivée seconde par rapport à x et on a x qui est tout seul, mais ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'ajouter un troisième terme de manière à rendre l'équation dans son format le plus général. Et en fait, ce terme qui est proportionnel à la vitesse, on comprendra très vite que c'est un terme qui dépend de l'amortissement. Okay, on sait que les forces visqueuses s'expriment comme une force fois une vitesse, okay, dans une version qui est linéaire. Et donc en fait on ajoute, pour être complet, on ajoute des termes de dissipation visqueuse. Ils jouent un rôle très très important. J'ai un peu l'air de banaliser l'effet de l'amortissement pour le moment, mais ils jouent un rôle excessivement important quand on parle de résonance, parce que c'est la seule raison pour laquelle les déplacements d'une structure pourraient être bornés. Okay, on y reviendra dans une minute, mais ça vous rappelle certainement des choses de cours de mécanique rationnelle. Et donc de la méthode des déplacements qu'on connaît, qu'on a vu ensemble au premier quadri, toutes les méthodes cinématiques, donc la méthode des déplacements, des rotations et Creus vont dans le même panier. Méthode des déplacements. Vous avez vu dans un cours de méthode numérique que la méthode des éléments finis en fait était exactement la même que la méthode des déplacements. On a étudié ensemble l'analyse statique des structures qui se résumait à résoudre un système qui est un système algébrique, donc un système matriciel. Une matrice fois un vecteur avec des inconnus est égal à un vecteur avec des forces connues au nœud, énergétiquement équivalentes. Et bien en fait, quand on étudie un problème maintenant qui est un problème dynamique, on a un problème qui devient différentiel parce qu'on a des dérivés. Okay, donc on a évidemment augmenté un tout petit peu le niveau de complexité du problème. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est supposé avoir bien compris maintenant le fonctionnement des structures en conditions statiques. Ça, c'était l'objectif de notre cours d'analyse 1. Dans le cours d'analyse 2, on va se focaliser quasi maintenant exclusivement sur cette autre équation-là. Elle est linéaire, donc je ne prends pas en compte les effets de second ordre. Je vous renvoie à la toute première introduction que j'avais faite du cours. Donc, il n'y a pas d'effet de second ordre ici parce qu'on ne va pas spécialement s'intéresser à mélanger de la dynamique avec des aspects de stabilité ou des aspects critiques. Okay, c'est un petit peu compliqué, donc on a décidé ici de séparer les choses. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, cette forme de
de l'équation qu'on va résoudre. Je vais l'écrire tous les jours au tableau, tous les jours, chaque fois qu'on se verra. Donc vous pouvez évidemment la retenir déjà dès maintenant. Mais vous voyez qu'en fait cette équation-là, elle généralise en quelque sorte ce qu'on connaît déjà. Donc si on négligeait les deux termes de gauche, ici, okay, en admettant par exemple que pour une raison ou pour une autre, l'accélération soit très petite, okay, par rapport à quelque chose à préciser, que la vitesse soit très petite par rapport à quelque chose à préciser, eh bien, qu'est-ce qu'on récupérerait? On récupérerait que k fois x de t est égal à p de t. Et donc, on admet que la sollicitation qui est appliquée sur la structure varie au cours du temps, mais ce qui est le cas dans la réalité, toujours, hein, évidemment, aucune sollicitation n'est jamais figée. La seule peut-être qui est figée, c'est le poids propre. Mais toutes les autres, si on regarde les surcharges sur des planchers, sur des bâtiments, chaque fois qu'il y a des charges qui se déplacent, des personnes qui se déplacent d'un endroit à l'autre d'une structure, les charges, elles évoluent. D'accord? Donc elles varient au cours du temps. On va juste supposer ici qu'elles varient suffisamment lentement pour que l'accélération et la vitesse puissent être petites. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La position x de t, elle varie lentement. Et comment est-ce qu'on la calcule? Ben, on la calcule par la résolution d'un problème qui est exactement le même que le problème algébrique qu'on a en statique. C'est-à-dire qu'on peut faire une photo du chargement P de t à l'instant t, supposer que c'est une constante, et calculer l'état déformé de la structure au même instant, sur base de la résolution d'un problème algébrique. Ok, donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on est supposé maintenant pouvoir résoudre par la méthode des éléments finis statiques, par la méthode des déplacements, etc., tout ce qu'on connaît. Ok, donc en fait, c'est relativement confortable. On a donc bien compris grâce à ça qu'il y a une réponse qui est une réponse importante et intéressante, c'est la réponse quasi-statique. En fait, elle est super importante parce que tous les ingénieurs, de manière générale, qu'ils étaient formés à la dynamique ou non, connaissent la réponse quasi-statique. Et vous allez voir que la résolution de l'équation du mouvement, ou la résolution de ce problème dynamique qu'on est en train de regarder pour le moment, n'est pas nécessairement simple. Et en tout cas n'était pas simple à un moment où on n'avait pas d'ordinateur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout tenté d'exprimer dans le monde de la dynamique des structures la réponse dynamique comme étant un coefficient d'amplification dynamique, CAD, multiplié par la réponse qu'on va appeler quasi-statique. Donc, c'est-à-dire la réponse statique qu'on aurait obtenue si la charge avait été appliquée, la même charge dynamique avait été appliquée très lentement. Okay, et le coefficient d'amplification dynamique est ici. Coefficient d'amplification dynamique. Mais il est très important. Pourquoi? Parce que si on est capable de prédire dans tel ou tel cas de figure l'ordre de grandeur ou au moins la valeur du coefficient d'amplification dynamique, eh bien, sur base d'un simple calcul statique, une multiplication par le coefficient dynamique nous donne le résultat qu'on aurait obtenu si on s'était mangé un calcul dynamique complet. Donc, c'est-à-dire avec résolution de l'équation différentielle, etc., etc. Chose qui est évidemment beaucoup plus compliquée que de faire un calcul statique. Okay, alors, le coefficient d'amplification dynamique, dans les applications qui nous intéressent, il peut aller de 0,1. Dans ce cas-là, on a un coefficient qu'on va appeler un coefficient de réduction dynamique. Et vous verrez qu'on a des valeurs qui peuvent aller jusqu'à des valeurs de 100. Okay, donc, ça veut dire que la réponse dynamique peut être jusqu'à 100 fois plus grande que la réponse statique. Okay, donc évidemment, ce sont des problèmes à ne pas négliger. Exemple, quand un jogger court sur une passerelle, vous avez peut-être déjà été sur la passerelle de Liège, vous sentez les joggers qui passent dessus. Mais si je mettais la personne d'une manière statique sur la passerelle, ça générerait un déplacement, mais le déplacement qui serait généré, il est vraiment petit par rapport au déplacement qui est généré par le jogger. Et là, on a un coefficient d'amplification dynamique qui est vraiment important, qui atteint quasiment une valeur de 100. Voilà, alors dans la suite, je vais utiliser deux nomenclatures différentes pour deux versions différentes de l'équation du mouvement. On va regarder, puisque je vais expliquer que c'est un peu plus compliqué, on a des équations différentielles, on va regarder pour commencer les systèmes à 1 degré de liberté, et puis on verra ensuite les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Ok, vous le voyez dans la table de matière ici, SDOF et puis MDOF, c'est ça que ça veut dire. Single degree of freedom et multi-degree of freedom. Alors, je vais utiliser la notation Q pour représenter la coordonnée inconnue au niveau d'un déplacement à 1 degré de liberté. Donc ce serait l'équivalent du θ dans le problème précédent. Ok, si je voulais faire le lien avec
l'exercice de stabilité qu'on a vu avant, ben, si on étudiait par exemple les vibrations de cette poutre-là, sous l'effet ici de charge directe, d'accord, donc on aura un P appliqué ici, mais je dis que la rotation est égale à Q. Par contre, quand on étudiera un système à plusieurs degrés de liberté, j'utiliserai donc des versions matricielles et vectorielles, et je vais dire que tous les degrés de liberté qui m'intéressent, okay, qui sont les 3 degrés de liberté, par exemple dans le cas plan des déplacements qui vont m'intéresser, je vais les stocker dans un vecteur qui est le vecteur x. D'accord, donc x, plus tard, ce sera un vecteur avec les déplacements et les rotations inconnues. Okay, et pour le moment, q représente simplement un scalaire avec le déplacement ou la rotation inconnue, puisqu'on n'en a qu'une. Alors vous allez voir que si on a bien compris comment ça marche pour un système à 1 degré de liberté, on aura des techniques qui nous permettront de comprendre plus facilement ce qui se passe pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Alors traditionnellement, de nouveau ceci c'est assez traditionnel, mais vous savez bien que maintenant vous avez compris que l'équation à laquelle on va arriver, c'est une équation comme celle-là. Mais traditionnellement, en fait, on visualise le système à 1 degré de liberté comme un système qu'on appelle un système masse-ressort-amortisseur. Mass Spring Damper System en anglais. Et effectivement, si on essaie d'écrire les équations d'équilibre de ce petit système-là, qui est un système, je le conçois, qui est mécanique, eh bien on arrive à l'équation du mouvement qui est représenté là en dessous. Okay, pourquoi? Parce que si on écrit le schéma rendu libre des forces qui s'appliquent sur la masse, voilà ici, Q c'est le déplacement vers le bas au cours du temps. Donc quand je donne une valeur positive de Q, mais je vais avoir une valeur de la force qui va vers le haut ici dans le ressort qui est K fois T, K fois Q de T, c'est ce que j'appelle là-bas Fs. Et j'ai ensuite une force qui est vers le haut ici et qui vaut C fois Q dot. Pourquoi? Parce que j'ai un dashpot. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un dashpot ou un amortisseur. Qui est égal à la viscosité C, viscosité, fois la vitesse. Les unités de la viscosité, c'est des newtons secondes par mètre. Pourquoi? Parce que quand je fais ça fois des mètres par seconde, j'obtiens bien une force dans le dashpot. Exactement comme qu'un l'arrêt d'or en newtons par mètre. Si je la multiplie par un déplacement en mètres, ça me fait bien des newtons. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme force sur cette masse? Il y a la force P. Et ensuite, au niveau du centre de gravité, on a une force supplémentaire qui vaut m fois q secondes. Et elle s'oppose au mouvement. Okay, c'est une force d'inertie. D'accord, donc si q est compté positivement vers le bas, la force d'inertie, elle est égale à mq secondes dans la direction opposée, parce qu'elle s'oppose au mouvement. C'est le principe de D'Alembert. Et donc si on écrit l'équilibre, ou bien la somme de toutes les forces qui sont appliquées sur ce petit système à 1 degré de liberté, eh bien on obtient simplement l'équation du mouvement qui est représentée là-bas. D'accord? On pourrait faire de manière plus générale. Allez, je vais vous donner un exemple. On s'intéresse au système à 1 degré de liberté, donc j'ai à peine touché l'histoire de notre élément qui ressemble à une structure et qui est ceci, okay, avec une barre qui est droite, qui va s'incliner. Je suppose que l'angle θ, il est petit. Je vais l'appeler Q pour être cohérent. Cette barre, elle est soumise à une force transversale qui vaut P et qui éventuellement peut varier au cours du temps. Eh bien, en fait, on pourrait, si là on a une raideur K, je vais dire qu'on met une masse concentrée ici au sommet qui vaut M. Donc la masse concentrée au sommet M va se déplacer. Si la masse n'était pas concentrée au sommet, mais si elle était concentrée ailleurs, par exemple ici au milieu, bien sûr, au lieu de bouger avec une amplitude qui vaut Q, donc ici, l'amplitude du déplacement vaut Q, donc la rotation fois L. La masse, si elle était à mi-hauteur, au lieu de bouger avec une amplitude de Q fois L, ça aurait été QL demi. D'accord, donc on est capable évidemment de modéliser aussi une masse qui serait positionnée à un autre endroit. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on pourrait écrire tout ceci?
la masse qui va bouger, si Q est compté positivement vers la droite comme ceci, je vais faire un schéma rendu libre. Donc là, on a une force qui vaut P de T. Sur la masse, on a une force qui va valoir donc la masse fois l'accélération, donc M fois L Q seconde. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire, donc on a une force nette en haut qui est égale à P moins MLQ seconde et qui va créer un moment en base. Et ce moment en base, je ne vais pas écrire M parce que j'ai utilisé M pour la masse. Ce moment en base vaut K fois la rotation. K fois Q. Moment en base. Moment est égal à P de T moins M L Q seconde. Et donc si je ramène le MLQ seconde au membre de gauche, on va avoir que MQ seconde. Je vais garder le L avec, hein, peu importe. MLQ seconde plus KQ est égal à P, la force appliquée au cours du temps. Ok, donc voilà en fait un exemple d'une petite structure à 1 degré de liberté qui est relativement simple, simplement pour vous montrer que dans tous les cas, on peut écrire ceci, M fois une accélération, K, ok, avec la signification que ça peut avoir, fois Q est égal à une charge extérieure appliquée. Ok, et donc dans tous les cas, on va devoir résoudre une équation qui s'apparente à celle-ci. Ok, je me suis déjà répété beaucoup, on peut avancer un petit peu. Alors ce qu'on peut faire pour commencer, c'est essayer de comprendre donc, le fonctionnement de cette équation-là et voir ce qu'elle veut dire. Première chose qu'on peut constater, c'est que dans cette équation-là, on voit 3 paramètres qui dépendent de la structure. D'accord, donc je peux regarder uniquement le membre de gauche, où on voit qu'il y a des paramètres qui sont des paramètres structurels. Comme d'habitude, hein, on a Kx égale P d'habitude. Et à droite, des paramètres de chargement. Ok, et donc on a les efforts intérieurs égaux aux efforts extérieurs comme d'habitude, à la différence près que maintenant, il y a des efforts de dissipation et des efforts d'inertie qui viennent dans la balance des efforts. Puisqu'on a 3 paramètres M, C et K, en fait, le comportement structurel, il est représenté complètement à partir du moment où on connaît le triplet M, C, K. Donc si vous connaissez ces 3 valeurs-là, eh bien vous avez caractérisé complètement le fonctionnement de la structure, ou en tout cas ses caractéristiques, lorsqu'elle est à 1 degré de liberté. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous savez bien, si on divise membre à membre cette équation au-dessus, si on la divise par M, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir simplement pour le premier terme l'accélération puisque le M disparaît. Pour le deuxième terme ici, on a C sur M, c'est-à-dire 2 oméga 1 xi 1. Et pour le dernier terme, on va avoir K sur M, c'est-à-dire oméga 1 carré. Ok, égal à P sur M. Alors, donc ce sont des définitions à chaque fois. On commence peut-être par la définition du oméga carré. Vous voyez que oméga 1 carré, donc du coup on l'a défini comme étant racine carrée de K sur M. Donc ça c'est sa définition. On peut définir aussi, c'est ce qu'on appelle la pulsation en radians par seconde. On définit aussi la période, T1, qui est 2pi sur oméga, période, en secondes, ou bien l'inverse de la période, c'est la fréquence, en hertz, c'est-à-dire seconde moins 1. Et alors, vous voyez que compte tenu de cette définition du oméga 1, on a introduit aussi une définition pour le xi, qui est le coefficient d'amortissement. Lui, il n'a pas d'unité.
et on l'appelle aussi pourcentage d'amortissement critique. Okay, ce qui vient au dénominateur ici, vous vous souvenez, c'est parfois noté C critique. Je ne rentre pas dans ce détail parce que c'est une notation que je n'utilise pas. Ok, et donc l'autre possibilité, c'est que au lieu d'utiliser MC et K, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser M, on continue de garder le même, mais les deux autres, on les divise grosso modo par la masse, et on utilise un autre triplet. M, oméga, ou bien F, c'est la même chose, ou la période, et le coefficient d'amortissement. Voilà. Et en fait, il se trouve que cette méthode, elle est généralement préférée. Pour quelle raison? Parce que on a beaucoup plus facile de se rendre compte de valeurs d'ordre de grandeur, en tout cas de valeurs de la masse et de la fréquence, que de la masse et de la raideur. Je peux bêtement vous poser la question d'une raideur. Est-ce que vous connaissez la raideur d'un portique? Est-ce que vous connaissez la raideur d'un plancher? Je suis persuadé que vous auriez vraiment du mal à me donner des ordres de grandeur. Si je vous donne 10 exposant 5 newtons par mètre, est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? C'est difficile. En revanche, la masse, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on sent, donc ça c'est facile à évaluer. Et donc on va conserver la masse, et plutôt que d'utiliser la raideur, eh bien on va utiliser en fait la fréquence. Donc si on voit très bien un plancher qui vibre à une fréquence de 5 Hz. Okay, et quoi qu'on fasse, la fréquence d'un plancher, elle va souvent tourner aux alentours de 5, 10 Hz peut-être. Donc si vous connaissez la masse et que vous connaissez la fréquence, ou la pulsation, eh bien vous avez de quoi calculer très rapidement sa masse. Sa raideur. Donc si vous connaissez M et oméga, eh bien vous avez de quoi calculer la raideur facilement. Ok, donc tout ceci simplement c'est une discussion pour vous dire qu'il existe différentes manières de représenter, de caractériser la structure, et vous devez être capable de passer facilement d'une à l'autre, hein, grâce à ces formules-là. Je vais jeter un petit coup d'œil d'abord à cette équation pour voir comment le mathématicien pourrait résoudre cette équation-là. Et donc je vais me concentrer sur ce format de l'équation-là où j'ai tout divisé par M, parce qu'elle me paraît plus sympa à comprendre. By the way, vous voyez qu'au membre de gauche, on n'a plus que deux paramètres, oméga et xi. Je mets un 1 en indice pour indiquer que c'est lié à 1 degré de liberté. On comprendra uniquement beaucoup plus tard, quand on parlera de système à plusieurs degrés de liberté, on comprendra seulement à ce moment-là en fait pourquoi j'utilise l'indice 1. En tout cas, quand vous voyez oméga indice 1, ça veut dire que je suis en train de parler d'une pulsation qui est associée à la fréquence propre de la structure. Alors, comment est-ce que le mathématicien résout ce problème? Il constate que c'est un problème qui est une équation différentielle d'ordre 2, qui est non homogène parce qu'il y a un second membre, qui est à coefficient constant parce que les coefficients qui sont ici sont constants. Donc, vous savez comment on fait pour la résoudre. On écrit d'abord la solution générale de l'équation homogène. Donc, on oublie le second membre, on écrit l'équation générale de ceci. Souvent, ça demande d'écrire un polynôme caractéristique. Ensuite, dans ce polynôme caractéristique, on aura combiné les solutions caractéristiques à l'aide de deux constantes d'intégration, mais on ne les détermine pas tout de suite pour le moment. On va trouver une solution particulière QP, et ensuite, la solution complète, on l'obtient en faisant la somme des deux, la solution homogène plus l'équation particulière, et seulement ensuite, alors on va déterminer les deux constantes d'intégration, par exemple A et B. Ok, alors, les solutions analytiques, elles sont connues dans certains cas et dans certains cas uniquement. Et donc on a besoin, première chose, de bien comprendre la physique, sur base de ces solutions analytiques qui sont simples, mais d'un autre côté, ça ne suffit pas, on va avoir besoin de développer des solutions numériques pour traiter des problèmes plus compliqués. Exemple, on verra, pour ceux qui veulent étudier l'analyse sismique de structure, que la charge au cours du temps, par exemple, sur une structure qui est imposée pendant un tremblement de terre, mais c'est quelque chose qui ressemble à ceci, complètement erratique. Vous avez certainement déjà dû voir des enregistrements d'accélérogrammes, donc ça veut dire l'accélération du sol pendant un tremblement de terre, pour vous rendre compte qu'on a un truc qui est excessivement compliqué là-bas. Et alors, si je vous dis déjà que P de t est quelque chose qui ressemble à ça, première question, c'est trouvez-moi une expression analytique qui correspond à cette fonction aussi bizarroïde que celle que j'ai enregistrée.
Et de 2, une fois que vous aurez une forme analytique pour cette fonction-là, trouvez-moi une solution particulière. Okay, c'est plus qu'un challenge, hein, on est bien d'accord. Et donc ça veut dire que analytiquement, on a vraiment du mal à s'en sortir quand on a des cas qui sont des cas réels. Okay, donc on a vraiment besoin de méthodes numériques. Alors on va profiter en fait de ce double objectif pour essayer d'organiser les choses dans un ordre qui nous intéresse nous et qui va faire en sorte qu'on pourra apprendre de manière efficace. Et donc ce qu'on va faire, c'est d'abord développer des intégrateurs numériques. Ça va être l'objectif de ce premier cours. On va les utiliser pour explorer, voir un petit peu comment cette équation différentielle-là réagit dans différents cas. Okay, je vais vous donner les cas précis à étudier de manière à pouvoir mettre en forme les bases et bien comprendre la physique de tout ce qui se passe là derrière. Ok, d'accord avec tout ça. Ben voilà, c'est le programme de la journée, donc c'est parti. Ok. Bon, j'ai quelques exercices ici. Je vais peut-être les résoudre rapidement. Je vous laisse les faire, ou je vais faire le premier. Et puis, regardez les exercices suivants. Vous allez voir qu'ils ne sont pas très compliqués. C'est juste pour se rappeler qu'on est capable d'écrire des équations du mouvement pour des problèmes qui sont relativement simples. Okay, donc, exercice 1. Exprimer les équations du mouvement of a single equilibrium excited by its support. Ah oui, ok. Donc, c'est un problème donc, d'excitation sismique. Donc, on a le petit système masse-ressort qui est le même que tout à l'heure. Et on dit cette fois-ci qu'il n'y a pas de force appliquée sur le système à 1 degré de liberté, d'accord? Donc P de T n'existe pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est on secoue le mouvement du support ici. Et donc lui, on va lui imposer un mouvement, disons qu'on va appeler U de T. Et le déplacement de la masse vaut Q de T. Okay, on voudrait écrire l'équation du mouvement pour ce système à 1 degré de liberté. C'est juste pour vous montrer que ce qu'on va faire, les équations qu'on va résoudre, nous permettent de résoudre non seulement des systèmes qui sont excités par des forces appliquées sur le système en soi, mais également résoudre des problèmes où on aurait des déplacements imposés au niveau des appuis, comme en cas de sismique. Ok, donc le contexte, c'est le contexte ici d'une excitation du support. Ben, en fait, c'est pas trop compliqué. Je vais peut-être reprendre la formulation, puisque je vois que j'ai une figure ici, qui est une figure qui ressemble plus à ce qu'on aurait l'habitude de voir si c'était un bâtiment qui est excité, par exemple, par un tremblement de terre. Ok, donc je vais reprendre simplement ces notations-là. Elles me paraissent assez sympas. Il y a juste que le X qui est ici, je vais le remplacer en Q. Ok, donc nous, ce qu'on voudrait alors, c'est observer, écrire les équations d'équilibre qui nous permettent d'exprimer le fait que cette masse qui est là-bas, c'est un système à 1 degré de liberté, et bien en fait, quand il y a un tremblement de terre, la masse, et qu'on impose un déplacement U de T au niveau de l'appui, au niveau du support, et bien en fait, la masse, éventuellement, elle peut vibrer. Elle peut vibrer comme ceci. Et je vais garder le X au total, et je vais simplement dire Q ici. Q de T. Et là, je vais dire X de T. Voilà, ok, donc c'est exactement le même problème. Et nous, on voudrait donc les équations qui gouvernent la dynamique de cette masse. Alors, c'est pas trop compliqué, on va faire comme on l'a déjà fait avant. Donc, on va exprimer le fait que sur la masse, on a une force de rappel. Okay, la force de rappel, elle est due ici à la flexibilité de la tige. Donc, la tige, qui grosso modo représente, si vous voulez, les colonnes d'un bâtiment, hein, la raideur transversale d'un système porteur, si c'est un effet de poutre, un effet de portique, ou bien un système à contreventement, ou un système à noyau central. Donc, on a une raideur K. Il a aussi une viscosité C. Mais en fait, on va avoir une force de rappel, ici, qui va être dirigée vers la gauche, qui est égale à K fois Q. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On va avoir une force visqueuse que je vais écrire C fois Q dot. Okay, exactement par analogie avec ce que j'avais fait tout à l'heure.
Cette fois-ci, on n'aura plus de charge extérieure appliquée. Par contre, on a aussi une force d'inertie. Et on a une force d'inertie qui est dirigée vers la gauche et qui vaut la masse fois l'accélération. D'accord? Donc j'ai la masse fois l'accélération. Donc toutes ces forces sont dirigées positives vers la gauche. Alors, qu'est-ce que je dois mettre comme accélération? Je mets l'accélération totale. Alors, il y a une différence ici. Vous voyez que j'utilise ici x, c'est l'accélération totale. Parce que vous vous souvenez qu'on doit toujours calculer les forces d'inertie dans un repère inertiel, c'est-à-dire un repère qui est fixe. Et le seul point qui est fixe pour moi ici, c'est le point qui se trouve là-bas. Je ne peux pas calculer l'accélération sur base de q secondes. Pour quelle raison? Parce que ce point-là, il est en train de bouger avec une vitesse qui vaut u. Ou une accélération, une vitesse qui vaut u dot, ou une accélération qui vaut u secondes. Donc ça, c'est l'accélération par rapport à un repère inertiel. Okay. Par contre, je sais que vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi j'ai utilisé Q et Q dot? Parce que ce sont un déplacement et une vitesse relative entre le sol et la masse, entre le sol et la masse, parce que c'est eux qui vont simplement exprimer que la courbure qu'on a au niveau du poteau, ici du poteau qui est courbé, c'est cette courbure qu'on doit utiliser pour calculer l'effort à l'intérieur de la colonne. Donc si je substitue ici x égale à u plus q, d'accord, donc l'accélération, ou bien même je peux le dériver deux fois, l'accélération totale est égale à l'accélération du support plus l'accélération de la structure, et bien en fait on voit que l'équation qu'on doit résoudre, elle s'écrit mq secondes plus qu'un q, je vais les remettre dans l'ordre, donc plus cq prime plus qu'un q égale, et alors je vais ramener au membre de droite ce qui vient du x, donc moins m u secondes. Et ça, par définition, je peux l'appeler P de t. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est exactement comme si on résolvait un système à 1 degré de liberté, donc qui est le même, qui est fixe, comme celui-ci, avec sa masse, sa raideur, sa viscosité. Et c'est comme si ce système à 1 degré de liberté était soumis à une force qui est une force efficace ou virtuelle ou équivalente, qui est donnée simplement par la masse de la structure fois l'accélération du sol. En fait, et en faisant ça, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer une accélération qui est une accélération ou un déplacement ici relatif entre le sol et le vrai mouvement de la structure. D'accord? Donc Q, ce sera un déplacement relatif. Pourquoi relatif? Parce que c'est comme ça qu'on l'a introduit ici. Et donc en fait, cet exercice, c'était simplement pour vous montrer qu'on est capable d'écrire l'équation du mouvement pour un système excité par son support. On est capable de l'écrire exactement de la même manière. Alors, question 2. Express the lumped equation of motion of a beam resting on two supports. Ce que je voudrais faire ici, c'est vous montrer que si on fait l'hypothèse d'une forme, exactement comme on l'a fait en stabilité, si on fait l'hypothèse d'une forme pour la déformation d'une poutre sur deux appuis, eh bien on va être capable d'écrire une équation du mouvement qui est une équation qu'on appelle lumped, donc condensée, en gardant 1 degré de liberté. Donc je vais utiliser une méthode qui s'apparente à la méthode de Rayleigh, et je vais donc écrire comme ça l'équation d'équilibre de cette poutre. Je vous renvoie au tout premier cours. Au tout premier cours où j'ai écrit l'équation d'équilibre en version continue de la poutre. Donc ceci c'est la poutre. Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait certainement vu quelque chose comme ceci, que mu fois la dérivée seconde du déplacement transversal par rapport au temps, plus EI fois la dérivée quatrième du déplacement transversal par rapport à x est égal aux charges appliquées. Donc V de x c'est le déplacement transversal. Et P de x et t, c'est la charge transversale par unité de longueur, en newton par mètre. Je vous renvoie au tout premier cours. On est déjà à la dia 104, mais bon, ça doit être dans les quelques premières dias du cours. Et c'est là qu'on voyait
C'est là qu'on voyait en fait l'origine de cette équation-là. Je ne reviens pas dessus. Je suis certain de vous avoir expliqué que c'était rien d'autre qu'une généralisation de la fameuse équation de l'élastique qui gouverne l'équilibre statique d'une poutre, sauf qu'on a ajouté des effets d'inertie. Alors si on voulait donc maintenant transformer ce système qui est un système en une version continue, et si on veut transformer ça en une forme discrète à 1 ddl, eh bien, on peut utiliser une méthode similaire à ce qu'on a fait jusqu'ici en stabilité, comme la méthode de Rayleigh, et on va dire que V de x et t, eh bien, en fait, c'est rien d'autre qu'une certaine amplitude qui va varier au cours du temps, multipliée par une forme qui est simple. Et cette forme, je vais par exemple supposer que c'est pi x sur L. L étant la longueur complète de la poutre. Donc EI, sa raideur en flexion, mu, sa masse par unité de longueur, en kilogrammes par mètre, et L, sa longueur. Je vois bien qu'effectivement, la fonction sinus pi x sur L, elle satisfait les deux conditions limites. Parce que j'ai sinus de pi fois 0 sur L égale 0. J'ai à la fois le sinus de pi fois L sur L égale 0. Et j'ai donc qui signifie que les deux déplacements aux extrémités sont nuls. Et je vois aussi que les courbures, donc les moments, sont nuls aux deux extrémités, parce que si je dérive deux fois le sinus, je récupère encore un sinus. Ok, donc la forme, elle est vraiment bien choisie. Ok, alors donc si maintenant je substitue ça dans l'équation du mouvement, et puis que j'intègre, donc je dois multiplier par cette forme. Ça, je vais par exemple appeler phi de x. Ok, c'est une forme. Forme de la déformée. J'aime bien d'utiliser le mot forme parce que dans le mot déformé, on suppose qu'il y a une amplitude. Et dans le mot forme, on a comme une forme modale ou une forme critique qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement normalisé. Et donc ici, j'ai décidé arbitrairement de le normaliser à un maximum unitaire. Vous voyez que la valeur maximum du sinus est égale à 1. Donc ma forme, elle est normalisée, c'est moi qui l'ai choisie, à une valeur unitaire. Et elle n'a pas d'unité. Donc, si on substitue ça dans l'équation du mouvement, qu'est-ce qu'on va avoir? Mu fois la dérivée seconde de V par rapport au temps. Je vais simplifier un tout petit peu ma notation. Je vais écrire la dérivée seconde par rapport au temps comme ceci. Puisque V, c'est Q fois phi, et qu'il n'y a que Q qui dépend du temps, et phi ne dépend pas du temps, je vais avoir ceci. Plus EI fois Q qui dépend du temps. Donc lui, là, je dérive par rapport à X, donc ça n'intervient pas. Multiplié par contre par la dérivée quatrième de x, et ça c'est égal à p de x et t. Voilà, donc là j'ai simplement substitué. Ce que je vais faire ensuite, c'est projeter. Et pour projeter, je multiplie à gauche par, je fais un produit scalaire, je multiplie tout ça par phi x, je projette dans la forme qui m'intéresse, et j'intègre sur l'entièreté de la structure. Donc c'est-à-dire ici, sur la longueur de la poutre, dx. Ok, alors on vient de faire assez de calculs de stabilité pour savoir que si je fais l'intégrale de phi fois phi, donc c'est sinus fois sinus, et l'intégrale du sinus carré de 0 à L, ça va me rendre L demi. D'accord, donc vu que ça est indépendant de x, ce par rapport à quoi on intègre, on peut le sortir de l'intégrale, et donc je vais avoir mu fois L demi fois Q seconde de t, plus, alors le EI est constant et le Q de t est constant. Alors là je vois que j'ai phi et la dérivée quatrième, mais la dérivée quatrième d'un sinus, ça va me rendre de nouveau un sinus. D'accord, la seule différence c'est que j'aurais peut-être juste fait sortir le pi sur L exposant 4. Fois encore L demi parce que j'ai dû intégrer, fois Q de t est égal à quelque chose que je vais appeler au membre de droite P étoile, et qui est rien d'autre par définition que cette fonction que je viens d'écrire là-bas. Voilà. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a m fois une accélération plus k fois une position égale à un second membre. Ok, et donc on a écrit l'équation du mouvement pour une poutre qui est une poutre comme celle-là. Donc ça veut dire que plus tard, quand je vous dirai on étudie un système à 1 degré de liberté, eh bien ça pourrait très bien être une poutre sur deux appuis comme celle-ci.
où je vous donne la raideur en flexion, la masse par unité de longueur et la longueur. Et bien, grâce à ces formules, vous êtes capable de déterminer la valeur de la masse équivalente lorsqu'elle se déforme comme un sinus, ou de la raideur équivalente lorsqu'elle se déforme comme un sinus, et de la force qu'on va appeler la force généralisée. Ok, force généralisée, on viendra sur un peu plus de détails encore plus tard. Ok, mon objectif est simplement de vous dire que le petit système masse-ressort MK et C n'est pas un truc qui est complètement dénué de sens, mais c'est quelque chose qui peut, donc s'apparenter finalement à un modèle simple pour une structure relativement simple. Et alors voilà, question 2 et question 3. Mais je vais vous laisser la faire tout seul, vous aurez compris exactement comment ça marche. Vous faites la même chose. La différence, c'est que maintenant, on a un poteau encastré libre plutôt que d'avoir une poutre sur 2 appuis. Donc, exprimez l'équation de mouvement. Et vous pouvez assumer une configuration déformée qui est quadratique, cubique ou bien quartique. Moi, je vous recommanderais peut-être d'utiliser une forme qui est quartique en utilisant comme condition limite que ici, V égale 0, V' égale 0. Ici, on aura V seconde égale 0 et la dérivée troisième égale à 0. Uniquement au-dessus. Voilà. Je vous déconseille peut-être d'utiliser la quadratique, mais enfin, faites-le peut-être pour vous en rendre compte. Mais si vous utilisez une forme qui est quadratique ou bien cubique, vous allez avoir un polynôme de degré 2 ou un polynôme de degré 3. Et quand vous allez devoir calculer avec exactement la même technique que celle-ci, puisque l'équation c'est la même, c'est cette équation-là, ce qui va juste changer chez vous, c'est la forme phi que vous avez considérée, qui va satisfaire d'autres conditions limites. D'accord, donc vous allez utiliser un autre phi ici, là-bas et là-bas. Mais vous voyez que vous avez besoin de la dérivée quatrième de phi ici. Et donc le truc, c'est que si vous utilisez un polynôme de degré 2 ou de degré 3, vous allez vous rendre compte que ce terme-là va disparaître. Okay, et ça, c'est pas bon, puisque c'est comme si vous n'aviez plus d'effet de raideur. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle la bonne solution, évidemment, elle s'obtient avec un polynôme de degré 4. Et donc on a besoin des 4 conditions limites qui sont indiquées là-bas. Voilà, je vous laisse faire l'exercice. Je pense qu'il n'y aura pas de correction, c'est assez simple à faire. Allez, bon travail à tous, et on se revoit alors donc tout de suite pour discuter un peu plus en détail des intégrateurs temporels.